Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la crise entre Kinshasa et Kigali. La tension ne baisse pas d'un cran. Le Rwanda a affirmé qu'il ripostera en cas d'attaque sur son territoire à partir de la République démocratique du Congo. Pour rappel, les deux pays s'accusent mutuellement de soutenir des groupes rebelles à leurs frontières. L'interdiction de manifester maintenue en Guinée. L'ONU avait sommé les militaires au pouvoir de lever cette interdiction, mais ces derniers ont décidé de la maintenir. La correspondance à Conakry dans un instant. Enfin, nous irons au Bénin, où les entreprises ont décidé de faciliter la vie des femmes employées. Certains ont même décidé de leur ouvrir des postes à responsabilité. Reportage à Cotonou de notre correspondante Emmanuelle Soudji. Pas d'accalmie entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Depuis quelques jours, les deux voisins s'accusent mutuellement de déstabiliser l'autre en soutenant des groupes rebelles aux frontières des deux pays. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a appelé hier à favoriser la voie du dialogue tout en affirmant que son pays se tenait prêt à riposter en cas d'agression. Laurent Berstécher avec les images de notre correspondant à Goma, Justin Kabumba. Face aux accusations de Kinshasa, le ministre rwandais des Affaires étrangères dément un quelconque soutien de Kigali aux rebelles du M23. Il n'y a aucun soldat rwandais en RDC. Il ne peut donc y avoir aucune collaboration avec des groupes armés présents dans l'est de la RDC. Depuis plusieurs jours, les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir l'insurrection du M23 sans pour autant apporter de preuves. Malgré les protestations de Kigali, des milliers de manifestants ont défilé mercredi dans les rues de Bukavu pour afficher leur soutien à l'armée congolaise et dénoncer l'ingérence supposée du Rwanda. Face à cette montée des tensions, les Nations Unies ont lancé mercredi un nouvel appel au calme et réitéré le soutien de la MONUSCO aux forces armées congolaises. La MONUSCO a utilisé tous ses moyens, y compris ses hélicoptères, pour riposter aux attaques lancées contre elle et soutenir l'armée congolaise. Il faut au plus vite engager la désescalade et assurer une réponse régionale et internationale. La résurgence du M23 en RDC a ravivé des tensions historiques avec le Rwanda voisin. Les deux pays s'accusent mutuellement de soutenir des groupes armés sévissant sur leurs territoires respectifs. Alors que le ton continue de monter, l'Union africaine a récemment lancé une mission de médiation portée par le président angolais. Il a obtenu mercredi un accord de principe pour une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi dans les jours à venir. Et puis sachez que la République démocratique du Congo a accepté de libérer les deux soldats rwandais détenus à la demande du président angolais João Lourenço pour, je cite, réduire la tension dans les relations entre les deux pays. Cette attaque au Mali, un casque bleu de la mission des Nations Unies a été tué et 3 autres blessés mercredi matin. C'est leur convoi qui a été ciblé à Kidal. Les soldats de maintien de la paix visés font partie du contingent jordanien de la MINUSMA. Les militaires au pouvoir en Guinée répondent à l'ONU. Les Nations Unies qui avaient appelé lundi le pouvoir guinéen à rétablir le droit de manifester. À la télévision nationale guinéenne, les militaires maintiennent cette mesure. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. La décision des militaires au pouvoir est ferme et catégorique. Aucune manifestation ne sera autorisée pendant cette transition. À travers un communiqué publié dans la nuit de mardi, les militaires justifient cette mesure par le fait que de 2010 à 2021, la Guinée a connu plus de 700 manifestations violentes qui ont occasionné des centaines de morts dont les circonstances ne sont pas encore élucidées. Les militaires estiment que le Conseil national de la transition et le cadre de concertation mis en place sont suffisants pour, je cite, débattre des contradictions et des incompréhensions en toute sérénité. Cette sortie médiatique, selon plusieurs observateurs, sonne comme une réponse à l'ONU qui a appelé les autorités guinéennes à la révocation de cette décision d'interdiction des manifestations politiques. A signalé que la décision intervient alors que de nombreuses voix se lèvent pour dénoncer la restriction des libertés publiques dans le pays.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'ouverture du procès de François Beya, l'ancien monsieur sécurité du président Félix Tshisekedi, en détention depuis 4 mois, doit comparaître vendredi à Kinshasa devant un tribunal militaire. François Beya est accusé avec d'autres personnes d'avoir formé un complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État. Fin de citation. Cette manifestation au Soudan, des centaines de personnes, parmi lesquelles des partisans de groupes islamistes, se sont rassemblés devant la mission de l'ONU à Khartoum. Ils appelaient au départ de son émissaire dans le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se pencher sur la prolongation de sa mission au Soudan, au-delà du terme de son mandat initialement fixé au 3 juin prochain. La croissance du Maroc sera plus faible que prévu. Une sécheresse exceptionnelle, une mauvaise récolte et une flambée des prix alimentaires provoquées par la guerre en Ukraine en sont responsables. Après une récession en 2020 et un rebond en 2021, le royaume chérifien va devoir revoir ses prévisions à la baisse. Au Kenya, un rappeur s'engage contre l'abstention. Il a lancé une campagne pour inciter les jeunes du pays à voter lors de la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en août. Mais beaucoup de Kenyans qui se disent déçus par leurs dirigeants politiques hésitent encore. Rapper pour encourager la jeunesse kenyenne à s'exprimer à son tour lors de la présidentielle d'août prochain. Voici la mission de Henri Wanga, nom de scène Octopizzo. Nous faisons comprendre aux jeunes qu'ils ont un grand pouvoir, le plus grand pouvoir qu'un citoyen puisse avoir, c'est-à-dire de limoger et d'embaucher nos dirigeants. Ce n'est pas un acte anodin et ça ne se produit que tous les 5 ans de pouvoir choisir et faire avancer ce pays dans une nouvelle direction. Mais seule une centaine de personnes sur les 500 qui ont assisté à ce concert ont fini par s'inscrire sur les listes électorales. Un symptôme d'un malaise plus large. 2,5 millions de nouveaux électeurs se sont inscrits pour voter, alors que les autorités espéraient atteindre 6 millions d'ici le mois de juin. Cette absence de participation pourrait s'expliquer par un manque de confiance dans le système politique, alors que les conditions de vie des Kenyans empirent. J'ai voté aux dernières élections puisque j'avais une carte électorale. Et les élus, ils nous ont déçus. Ils n'ont pas aidé le pays. Donc cette fois, je ne me suis pas inscrit pour voter car je n'ai pas l'intention de voter. Cela n'a aucun intérêt. De nombreux jeunes disent ne pas se sentir représentés par les 2 principaux candidats, le vice-président William Ruto et l'ancien Premier ministre Raila Odinga, des figures connues de l'électorat depuis des décennies au Kenya. Comment imposer une parité homme-femme dans les entreprises? C'est simple, en faisant en sorte de faciliter la vie des femmes qui y travaillent. Au Bénin, c'est la volonté de plusieurs entreprises. Reportage de notre correspondante Emmanuelle Sodji. Chaque matin, Karel Sagbo dépose sa petite fille de 3 ans dans une crèche pas comme les autres. La particularité de cette garderie moderne, c'est qu'elle a été aménagée sur le site de l'entreprise. Ça me permet aussi d'être plus productive. La maison est à 1 heure d'ici et c'était un peu plus difficile de prendre de ces nouvelles parce que je dois attendre d'abord la pause. Mais là, elle est juste à côté et ça me rassure. Dans cette entreprise de service où près de 40% du personnel est féminin, la direction cherche ainsi à développer la parité professionnelle. Car dans les sociétés africaines, la pression sociale peut être un frein quand on est mère de famille. On est dans une génération qui a envie de prendre leur avenir en main. Donc là, elles le prennent d'autant plus volontiers qu'on leur donne ce support. Il est temps que tous les chefs d'entreprise comprennent qu'à un moment donné, on doit essayer de participer à cet équilibre homme-femme au travail. Dans un environnement où la femme obtient difficilement la place qu'elle mérite, le concept de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, contribue à bousculer les préjugés. La féminisation de la gouvernance permet aussi à l'entreprise de se positionner, surtout quand l'entreprise veut exporter sur le marché européen ou autre. Au nord de Cotonou, la direction d'une entreprise de BTP a pris la décision de féminiser des postes de commandement. Cette électronicienne est la première femme à diriger une centrale à béton. Et la même entreprise a placé cette femme ingénieure à la tête d'un chantier au cœur de la plus grande ville du Bénin. On a une autre manière d'approcher les gens avec qui on travaille et du coup de leur faire aller
là où on veut, de leur faire atteindre des objectifs parce qu'on les approche différemment. Moi, je trouve que le management féminin a quelque chose de très pragmatique. Les femmes apportent au quotidien ce qu'elles ont d'assez précieux dans le développement de nos économies, donc c'est tout à fait normal que dans les entreprises comme les nôtres qui sont dans le BTP, que ça se ressent de plus en plus. Au Bénin, 67% des entreprises se seraient engagées dans une démarche RSE. Mais il reste un gros travail de sensibilisation et de formation. La majorité des organisations qui l'appliqueraient seraient en partie des multinationales, des ONG et des groupes étrangers. Qui a dit que nul était prophète dans son pays? Regardez ces images du retour de Francis Kéré au Burkina Faso. L'architecte est le premier Africain à remporter le prix Pritzker, la récompense la plus prestigieuse de l'architecture. Il a été accueilli et même acclamé à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Écoutez-le. Un sentiment de fierté, un sentiment de grand respect et un grand sentiment de reconnaissance à ce peuple dont fait partie ma famille, qui m'a encouragé, et l'esprit combatif qui m'a accompagné. Et revenir aujourd'hui et rencontrer les autorités du pays m'honore une fois encore. Et ça me donne l'espoir et ça me dit, je me sens sur le sol burkinabé, mon sol où je suis né. Et je voudrais dire simplement merci. Voilà, on termine en musique avec le dernier clip de DJ Snake. Ça s'appelle Disco Maghreb et ce nouveau morceau a été tourné en Algérie. Un hommage à ses origines, l'artiste de 35 ans les a toujours évoquées avec beaucoup de fierté. Disco Maghreb met en avant les belles sonorités de la musique algérienne. Un bel hommage aussi au rail originaire de la ville d'Oran. DJ Snake, pour info, sera en concert au Parc des Princes le 11 juin prochain. Voilà, on se quitte en images. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine. Vingt ans après la fin de la guerre, l'Angola n'a toujours pas tourné la page. Malgré le silence des armes, les stigmates sont encore bien présents. Quando isso acontece, não estamos a castigar angolano, estamos a vender o nosso ódio em relação ao outro. Ceux qui ont lutté pour leur pays se sentent délaissés, alors que la corruption continue d'amplifier les inégalités. Ninguém que está a fazer isso. O anticombatente é lixo. É tapete para pisar para eles. Mais une nouvelle génération semble prendre le relais de la contestation avec toujours cette même idée en tête. Para mim, viver em paz seria viver numa sociedade com justiça. Billet retour en Angola, à voir sur France 24 et france24.com.